Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du déterminisme. Donc ce sera une série de vidéos sur le déterminisme avec cette vidéo en introduction qui est très importante pour comprendre la suite, puisque c'est un sujet qui me fait beaucoup cogiter et j'ai écrit un essai dessus cette année. Bon, un essai, on s'entend, hein, c'est pas forcément un essai au niveau des formes académiques, mais c'est juste que j'avais envie d'écrire sur ce sujet. Et donc je me suis dit que j'allais l'adapter en vidéo. Et ceci est la première vidéo et je vais vous mettre le nom des autres vidéos au cas où elles soient déjà sorties. Normalement, elles seront dans une playlist. Donc on va commencer immédiatement par la définition des termes puisque c'est quelque chose de très important, surtout dans des sujets aussi complexes comme le déterminisme où chaque terme a une importance et chaque terme peut, avec une moindre nuance, fausser tout le résultat du raisonnement. Donc déjà nous avons le déterminisme selon le Larousse. Théorie philosophique selon laquelle les phénomènes naturels et les faits humains sont causés par leurs antécédents. Enchaînement de cause à effet entre deux ou plusieurs phénomènes. Nous avons ensuite le libre arbitre, très important. Faculté de la volonté à opérer un choix en toute liberté. Et la volonté, faculté de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels, pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc durant longtemps en philosophie, on a considéré que la volonté était quelque chose qui émanait de l'intérieur, c'est-à-dire que c'était le fait de la raison et que ce n'était pas du tout influencé par l'extérieur, ce qui justement rend le libre arbitre pas forcément compatible avec le déterminisme. En tout cas, le déterminisme et le libre arbitre ont longtemps été considérés comme antinomiques, mais moi dans cette série de vidéos et dans cet essai, j'ai vraiment envie de prouver le contraire, que le libre arbitre et le déterminisme, si on modifie légèrement notre définition du libre arbitre et qu'on joue sur les mots comme volonté ou autres, qui sont des mots extrêmement vagues, peut être totalement compatible avec un déterminisme total. Et donc d'où vient cette notion de libre arbitre que l'on connaît? Elle vient principalement du christianisme par rapport au fait que le péché est l'œuvre des âmes, mais Dieu a créé les âmes, Dieu est-il donc coupable de ses péchés? Et c'est là qu'intervient le libre arbitre pour pouvoir dédouaner Dieu de ses péchés. Puisque le théologien saint Augustin, qui a vécu 4 siècles après Jésus-Christ, a dit « Dieu a conféré à sa créature, avec le libre arbitre, la capacité de mal agir et par là même la responsabilité du péché. Grâce au libre arbitre, Dieu est totalement non coupable de tous ses péchés. » Puisque malgré la préscience de Dieu, Dieu ne devient pas coupable de tous ses péchés, puisqu'il a donné le libre arbitre aux humains et que la responsabilité incombe maintenant les humains, mais il ne décorrèle pas totalement le libre arbitre et le déterminisme. J'ai trouvé une phrase qui allait plutôt dans le sens d'une harmonie entre le libre arbitre et le déterminisme. Il ne s'ensuit pas que rien ne dépende de notre volonté, car nos volontés elles-mêmes sont dans l'ordre des causes. Donc il reconnaît le fait que forcément chaque action est quand même liée à ses antécédents, à une loi de causalité. Et donc en philosophie, en sociologie, en droit, on considère la liberté comme un élément majeur et le fait que chacun ait des responsabilités et puisse choisir ce qu'il veut faire de sa vie, choisir ses actes. Et en fait, notre société est basée là-dessus, c'est une notion vraiment extrêmement importante puisque dès qu'on considère qu'un individu a la liberté et a le choix de ses actions, on considère que volontairement, il choisit chacun de ses actes et qu'il n'est pas dans la servitude, il est en mesure justement d'assumer et d'avoir la responsabilité de chacune de ses actions. Et donc par rapport à ces nuances de liberté, parce que la liberté est quelque chose de complexe, Karl Marx en parle par rapport à la liberté de droit et la liberté de fait, puisque on a tous le droit d'acheter un château, mais est-ce que dans les faits on peut le faire? Non, le champ des possibles est différent selon les personnes. Et puis il n'y a jamais plus puissant que les chaînes de l'esprit. Il y a une citation par rapport à ça, c'est la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley. Rousseau, quant à lui, avait une certaine manière de voir les choses. Il disait « L'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté ». Et donc selon ces deux auteurs, un état de liberté est plutôt un état d'esprit plutôt que des conditions à remplir et on se sentira davantage libre si ces conditions et ces règles de vie viennent de nous-mêmes, du moins on a l'impression qu'elles viennent de nous-mêmes plutôt que lorsqu'elles viennent sous la contrainte et c'est là que le divertissement peut avoir un rôle majeur. Et donc on associe souvent, pas forcément justement, le fait d'être libre à un bonheur. Comme si la courbe de la liberté et la courbe du bonheur étaient corrélées, sauf que ce n'est pas spécialement forcément le cas. On ne peut pas prouver que plus on est libre objectivement, plus on sera heureux.
Et même parfois, ça peut être l'inverse, puisqu'on a l'impression que notre malheur est lié à ce manque de liberté. Imaginons un esclave qui arrive enfin à se libérer du joug de son bourreau, et il aura l'impression qu'au bout du tunnel, il va trouver le bonheur. Et s'il ne trouve pas le bonheur au bout du tunnel, tout simplement parce qu'il n'est plus habitué à cette situation de liberté, eh bien, il n'aura plus personne à qui blâmer, plus personne sur qui rejeter ce malheur. Et donc, peut-être qu'il ne sera pas forcément plus heureux qu'avant. En tout cas, il sera plus libre, mais pas forcément plus heureux. Et puis même dans les faits, quand il y a eu la fin de la traite négrière, on est juste passé d'un esclavagisme explicite à un esclavagisme tacite, puisque les esclaves sont revenus chez leur maître pour travailler pour eux à moindre coût. Donc, on est juste passé d'une forme d'esclavagisme à une autre, l'esclavagisme plus du capitalisme et de la personne qui n'a pas d'argent, et ce phénomène qui se perpétue de génération en génération. Et donc si on a l'impression que le libre arbitre c'est uniquement le fait de prendre les décisions par soi-même, de sa propre volonté, qu'en est-il si des personnes vous influencent, si des personnes vous donnent envie de prendre une certaine décision, mais que la décision vient tout de même de vous, puisque le fait de prendre des décisions, c'est aussi accepter de se laisser influencer par certaines personnes plus que d'autres, et donc c'est un choix d'influence extérieure, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on est toujours dans le libre arbitre, est-ce qu'on est toujours dans la volonté? C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et moi j'ai pas l'impression qu'il y ait une notion d'intériorité, une notion de décision uniquement personnelle, puisque à chaque fois ce sera influencé par l'extérieur, mais à quel pourcentage? Est-ce que l'âme existe justement par rapport à ça? J'ai l'impression de passer du coq à l'âne, mais est-ce qu'une notion d'intériorité existe? Est-ce qu'une notion de moi existe? Puisque si il y a l'influence extérieure et notre personnalité, ça fait deux faits concrets et vérifiables. Notre personnalité qui est due à notre gène, à l'hérédité, et l'influence extérieure qui pourrait influer sur notre personnalité et faire que forcément deux personnes qui, imaginons, ont les mêmes gènes, eh bien n'auront jamais exactement le même parcours de vie. Donc, quelle est la place pour l'intériorité dans cette histoire? Est-ce que le libre arbitre, comme on l'a défini avec la volonté qui vient de l'intérieur, est une définition qui peut être encore viable aujourd'hui? Selon moi, non. Mais il faudrait arriver à prouver que tout n'est qu'influence, tout n'est que personnalité, hérédité et influence extérieure. Rien que la manière de nous présenter les choses va forcément nous influencer, même si on a toujours l'impression de prendre les décisions par nous-mêmes. Et puis, même si notre esprit est libre, il n'ira pas là où les sentiers sont absents. Et lorsqu'on n'a pas conscience que quelque chose existe, on ne peut même pas être libre de prendre la décision de choisir cette option. Et donc si toute notre vie n'est que la conséquence d'une loi de causalité, nous ne pouvons pas avoir réellement d'impact en tant que personne avec du libre arbitre, comme la définition mainstream du libre arbitre, mais nous pouvons prendre conscience justement de cette loi déterministe. Et selon Spinoza, c'est un peu le seul pouvoir que nous ayons, même si selon moi c'est juste la suite aussi logique du déterminisme, puisque si tout est lié aux lois de causalité, eh bien le fait que l'on prenne conscience que l'on est dans une loi de causalité est aussi dans cette loi de causalité. Mais bref, c'est que lui, il n'a pas forcément le même paradigme, vu qu'il y a aussi la notion de Dieu qui rentre en compte, etc. Donc on n'a pas vécu du tout dans le même siècle, donc forcément on n'a pas la même vision. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme pouvoir? Et est-ce qu'on a réellement du pouvoir sur notre vie? Je pense que l'important, c'est d'essayer de se persuader qu'on en a un peu pour occuper notre vie, pour donner un sens à sa vie, mais est-ce qu'on en a réellement de manière objective? Je ne sais pas. Les lois de la physique aussi suivent une certaine logique déterministe, un certain ordre, et c'est pour ça que je trouve que la philosophie du stoïcisme est très intéressante. C'est qu'ils disent qu'il ne faut pas être étonné par la tournure des éléments, puisque tout est prévisible avec la loi de causalité. Comme si vous croisiez quelqu'un demain au Mexique, tandis que vous habitez en France, vous vous direz « Ah, mais il y a si peu de chances que je le croise au Mexique ». Mais c'est pas une question de si peu de chances, puisque c'est juste la suite logique des événements, c'est juste la loi de causalité. Et si vous aviez une préscience comme un être divin, et ben vous vous direz pas il y a si peu de chance, vu que c'est juste la suite des événements, la suite logique des événements. Et donc j'ai terminé l'introduction, je sais c'est assez long pour une introduction, et on va passer au premier chapitre qui est le déterminisme selon la philosophie, en débutant avec Karl Marx. Selon lui, tout le moteur de l'évolution historique est la lutte des classes, et avec Engels, c'est justement les premiers théoriciens du matérialisme historique au XIXe siècle. Le matérialisme en philosophie s'oppose à l'idéalisme. Qu'est-ce que l'idéalisme? C'est une philosophie qui considère qu'il n'y a rien d'autre que la substance de la pensée. Dans le sens, imaginons qu'il y ait un muguet devant vous.
eh bien ce muguet aura une odeur. Mais cette odeur n'existe que parce que vous êtes là pour la sentir. Objectivement, est-ce qu'il y a réellement une odeur? Non. Dans le même sens que les feuilles du muguet sont vertes. Parce que vous êtes là pour considérer qu'elles sont vertes. Mais est-ce que objectivement elles sont vraiment vertes? C'est juste une question d'absorption des longueurs d'onde. Donc ils considèrent vraiment que rien n'existe à part l'interprétation de notre esprit. Et donc c'est comme si nous vivions uniquement dans un monde d'idées. Et pour résumer cette notion d'idéalisme, on pourrait citer une phrase de Berkeley qui dit « Être, c'est être perçu ». Quant aux matérialistes, ils considèrent qu'il n'y a aucune autre substance que la matière, que le monde existe pour lui-même et qu'il n'y a pas forcément d'autres raisons derrière que juste sa propre existence et que tout est explicable par des phénomènes physiques. Donc c'est principalement cette philosophie qui a marqué le monde occidental actuel. Et donc on va faire une petite flèche du matérialisme historique dans l'évolution du temps, même si ça va être extrêmement simpliste, mais ça puise sa source lors de la révolution néolithique, lorsque les clans et tribus ont commencé à accumuler un peu plus de richesses, de biens, etc., même si c'est pas forcément richesse comme on l'entend aujourd'hui, et qu'il y a eu des échanges qui ont débuté. Et là, on a commencé à se demander, mais qui tirera les bénéfices de ces échanges? Et c'est là qu'a commencé à s'installer progressivement une notion de classe. Et donc au fur et à mesure, il y a une création de l'État pour que la classe dominante puisse asseoir son pouvoir. Ensuite, au niveau de l'Antiquité, leur système était basé sur l'esclavagisme et c'est ce qui leur a permis d'avoir certaines avancées philosophiques, artistiques, scientifiques, etc. puisqu'il y avait une classe de la population qui ne travaillait pas et qui pouvait s'adonner à ces activités et tout était basé sur l'esclavagisme. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, lorsqu'il y a eu la diminution du nombre de guerres, le prix des esclaves a augmenté, ce qui ne permettait plus d'avoir des main-d'œuvre peu chère et en plus les esclaves ne travaillaient pas spécialement bien vu qu'ils n'étaient pas rémunérés derrière et que dans tous les cas qu'ils en fassent peu ou beaucoup, il n'y avait pas une grande différence par rapport à leur traitement ou alors justement c'était un peu le bâton ou la carotte, mais bon, c'était pas, on va dire, le système le plus optimal et c'est là qu'on est passé au fur et à mesure au système féodal avec des personnes qui, pour pouvoir se nourrir, devaient produire en surplus, puisque comme il y a une certaine redevance, au final les paysans et autres vont devoir travailler beaucoup plus pour pouvoir à la fois nourrir leurs seigneurs et à la fois se nourrir eux-mêmes. Et dans le système féodal, ce qui est plus pernicieux, c'est comme il y a un système de redevance et que ce que l'on consomme c'est uniquement le surplus, et bien forcément que le seigneur va avoir une certaine partie fixe de nourriture puisque c'est la redevance et ensuite il devra en faire plus pour pouvoir se nourrir lui-même et sa famille. Et dans ce système-là, il y a commencé à avoir une certaine classe qui s'est démarquée, qui est la bourgeoisie, qui a accumulé des richesses, parfois plus que certains seigneurs. Et donc cette bourgeoisie a accumulé des richesses, bien que même les nobles, seigneurs, etc. ont commencé à emprunter à la bourgeoisie avec intérêt. Et le rôle de la monarchie au milieu de tout ça était de stabiliser tout ce pouvoir qui est héréditaire et d'éviter la montée de la bourgeoisie au pouvoir, sauf que ça n'a pas loupé. La bourgeoisie est arrivée au pouvoir principalement en 1789 avec la Révolution. Et ensuite, après cette Révolution française, les bourgeois ont investi dans des grands moyens de production, ont commencé à employer des personnes à moindre coût et à s'enrichir de plus en plus. Et donc c'est en quelque sorte ça le matérialisme historique, c'est essayer de voir l'histoire avec un œil critique qui nous permet de comprendre pourquoi certaines personnes et certaines classes sociales vont agir de telle manière, puisque selon Karl Marx justement tout est une question de domination, de jeu de pouvoir, de classe sociale et de lutte entre ces classes, comme on peut le voir dans cette évolution extrêmement rapide de l'histoire, que tout est une question justement de domination entre certains qui prennent le pouvoir et qui après font tout pour le garder. Mais il faut se méfier justement de tous ces récits historiques puisque les personnes qui dominent le présent dominent aussi les récits historiques du passé et on peut très bien le voir quand il y a eu tous les combats contre les nazis, toutes les personnes qui se levaient contre les nazis, qui se rebellaient contre les nazis, à l'époque étaient considérées comme des terroristes vu que c'était les nazis qui avaient la main mise sur l'histoire à ce moment-là, mais lorsque la guerre s'est terminée, eh bien ils étaient considérés comme des héros. Donc tout est une question de point de vue et de la manière dont les événements sont racontés. Donc maintenant on va s'intéresser à Spinoza parce que c'est quand même lui qui est souvent pris comme référence par rapport au déterminisme et selon lui tout est loi de causalité.
Donc à chaque fois qu'on a une illusion de liberté, c'est tout simplement dû à notre ignorance, c'est tout simplement dû au fait que l'on n'a pas conscience de toutes les influences qui nous déterminent et on n'en aura jamais conscience puisqu'il y en a tellement, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas en prendre conscience puisqu'à chaque fois il y a plein de choses qui se sont passées il y a extrêmement longtemps, des choses qui se passent maintenant et toute la complexité du monde qui fait qu'on prend en compte que certains éléments qui font qu'on a l'impression d'être libre, mais en réalité on n'a juste pas conscience de toute la complexité et tout le déterminisme qui s'applique sur nous. Donc il est notamment connu par sa citation « La liberté consiste uniquement dans le fait que les hommes sont conscients de leurs appétits et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés ». Et dans cette citation, il critiquait justement la notion trop utilisée de la liberté qui selon lui est fausse et le fait qu'on a l'impression d'être libre juste en suivant nos désirs, mais que si nos désirs sont déterminés, nous ne sommes pas vraiment libres. Mais selon Spinoza, nous avons quand même une capacité d'action, c'est le fait de prendre conscience de cette loi de causalité et ce sera ça qui nous donnera notre pouvoir d'agir puisque cela nous permettra d'anticiper davantage toutes les réactions et toutes les actions du quotidien par rapport à cette loi de causalité, de prendre conscience du plus de lois causales possibles et selon lui c'est vraiment l'ignorance qui amène la tristesse et le fait de savoir qui amène un certain bonheur ou du moins un certain recul, contrairement aux stoïciens qui considèrent qu'il vaut mieux s'éloigner de tout affect, qu'il soit positif ou négatif, et plus avoir une sorte de neutralité. Spinoza, lui, considère que le fait de prendre conscience justement de cette loi causale va vraiment nous apporter une certaine forme de joie ou de satisfaction. Donc pour lui, il ne faut pas supprimer l'affect, mais il faut surtout essayer de l'anticiper et le comprendre, puisque même l'affect est compréhensible par les lois de causalité. Et donc selon lui, la compréhension est un acte qui nous rend actifs dans notre propre existence et c'est la seule chose qui peut augmenter notre pouvoir d'action puisque si on reste dans l'ignorance, on reste totalement asservi justement à cette notion de déterminisme. Donc maintenant on va voir la vision de Spencer et de l'évolutionnisme par rapport à un certain déterminisme puisqu'à partir du XVIIIe siècle, il y a eu une sorte d'enchaînement d'amélioration de l'industrie, des nouvelles technologies, etc. Et donc au XXe siècle, on s'est posé une question, c'est est-ce que ce sera toujours à l'humain de s'adapter à ces nouvelles technologies ou est-ce que c'est l'humain qui va adapter ces nouvelles technologies à lui? Ou est-ce un peu des deux? Et donc la réelle question c'est est-ce qu'on va se sentir dépassé au bout d'un moment par les artefacts que nous créons? Donc là la question n'est pas de dire est-ce que les robots prendront le contrôle de la planète un jour, ce n'est pas ça la question, mais plus dans le sens de David Fincher lorsqu'il dit les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Donc si l'on élargit son propos, au final, tout ce que l'on crée finit par modifier la manière dont on réfléchit et la manière dont on va créer aussi ces artefacts. Donc c'est une forme de cercle vicieux. Donc en bref, est-ce que c'est l'humain qui influence le monde qui l'entoure ou est-ce que c'est le monde qui influence l'humain? C'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule, puisque la société n'est que l'addition des humains, mais sauf que les humains sont créés par cette société, notamment avec le principe de déterminisme, on est extrêmement influencé par la société qui nous entoure. Et donc c'est clairement justement une forme de cercle, on ne sait pas qui influence qui, puisque les humains forment la société, mais la société forme les humains. Et donc dans cette société où la plupart des humains tentent à se singulariser, au final il y a quand même une quête commune qui nous unit, c'est la quête du confort et l'amplification de cette société de consommation qui fait que nous sommes plus si singuliers que ça. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais aborder la vision des sciences sociales et des sciences plus dites dures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à réagir en commentaire. À bientôt!